J'ai 59, alors on va commencer dans une petite minute, parce qu'on a déjà 10 participants. Je vais commencer, Corinne, d'accord? Par contre, on ne voit plus ta présentation. Corinne, ça va faire... Non, oui. Ok. On va commencer, d'accord? Alors, bonjour à toutes et tous. Nous vous remercions énormément d'être parmi nous ce soir, donc pour ce visa séminaire. Je me présente, je suis Virginie de l'agence GoStudy Australia basée à Sydney, et je suis présente ce soir avec Corinne Schwartz, qui est notre avocate d'immigration, et qui va nous présenter ce séminaire ce soir. Alors, avant de la présentation de Corinne, je vais vous présenter très rapidement ce qu'est GoStudy Australia pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, GoStudy Australia, c'est une agence d'éducation pour les étudiants internationaux. Nous sommes basés dans plusieurs pays du monde, dont bien sûr l'Australie et la France. Nous avons 5 agences en France. Nous sommes complètement ouverts en ce moment. Donc, si vous avez besoin d'avoir des informations concernant les études en Australie, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous sommes basés à Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast et Perth. Nous travaillons avec plus de 250 collèges et universités. Tu peux remonter sur le slide, Corinne? Ouais. Et nous travaillons également avec des avocats d'immigration, dont Corinne, qui va vous présenter ce séminaire ce soir et qui peut vous aider à migrer en Australie. Petite information pour les personnes qui souhaitent passer sur un visa étudiant en Australie. Si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à profiter des promotions qui expirent le 31 décembre. Dû au Covid, il y a énormément d'écoles qui font des promotions et donc c'est vraiment le bon moment pour vous de vous inscrire. En tout cas, GoStudy peut vous accompagner dans votre projet de A à Z gratuitement, donc n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Je vais laisser la parole à Corinne. On passera aux questions-réponses après. Et nous allons également sélectionner un participant ce soir qui gagnera une consultation gratuite avec Corinne. On donnera le nom du participant la semaine prochaine. Voilà, je laisse la place à Corinne qui va commencer à présenter le séminaire. Donc, bonjour. Alors, je vais vous faire une présentation qui, bien évidemment, passe par la notion de faire des études, mais je vais vous faire une présentation qui en fait s'appelle comment accéder à la résidence permanente. Souvent, c'est ce que les gens souhaitent, et puis ça permet surtout ça permet en fait d'évoquer tous les cas de figure, même les cas de figure de gens qui veulent rester de manière temporaire, faire des études et seulement un postgraduate derrière. Donc, c'est une manière de présenter les choses, le cheminement vers la résidence permanente qui permet un petit peu d'évoquer tous les cheminements possibles en Australie sur les visas pour y rester, y travailler, y étudier. Alors, bien évidemment, arriver à la résidence permanente, ça va dépendre de différentes choses et il y a différents chemins, comme je le disais, et c'est souvent en fonction de vos circonstances, de vos études, de votre travail, de votre famille, parce qu'il y a aussi… Alors, pour essayer de vous donner un cadre et d'essayer, ce que j'essaie, c'est que vous ressortiez de cette présentation en ayant assez bien compris, ou un peu compris comment fonctionne l'immigration en Australie. J'ai fait une sorte de schéma que vous voyez à l'écran sûrement. Alors, ce schéma, il a l'air compliqué, mais il ne l'est pas. Il n'est pas en fait aussi compliqué qu'il n'y paraît. Il essaie de montrer que vous avez d'un côté une colonne à gauche qui est la résidence temporaire et une colonne à droite qui est la résidence permanente. Et les flèches, c'est des cheminements. Et en fait, ça montre que très souvent, les gens… pas toujours, mais très, très souvent, les gens arrivent sur des visas temporaires et après, en fonction de ou des études qu'ils font ou de l'expérience qu'ils acquièrent ou en étant, par exemple, sponsorisés ou par d'autres visas, ils arrivent à finalement arriver à la résidence permanente. Alors, ça montre aussi que quasiment tout le monde arrive sur du temporaire et va ensuite sur du permanent. Et ça va être, comme vous le voyez dans le tableau, ça va être les étudiants vont arriver en temporaire, vont se créer de l'expérience et après, par le travail, arriveront
rester. Mais je vous montre rapidement ce slide qui en fait montre que c'est pareil pour les partenaires visa, sauf pour les relations de longue durée qui sont un type de relation de plus d'un certain temps ou avec un enfant. La plupart des partenaires visa, vous êtes d'abord en temporaire, vous arrivez ensuite en résident et c'est pareil pour les business visas. Mais ça, je vais les évoquer très peu parce que ce sont des visas, en général, font une successful carrière en business avant. Donc, c'est beaucoup plus rare, bien évidemment, parce que vous êtes tous des gens sûrement assez jeunes déjà. Donc, on va essentiellement se concentrer sur ce premier slide, sur cette première partie du tableau qui montre en fait un cheminement en arrivant par des études. Alors, les gens arrivent souvent sur un visa étudiant, font des études, et puis ensuite, en fonction des études qu'ils ont faites, donc du niveau d'études et de l'occupation qui est la leur, ils pourront ou non passer sur un temporary graduate visa. Alors, par exemple, donc, il y a des temporary graduate visa qui vous permettent d'acquérir l'expérience nécessaire pour peut-être pouvoir être sponsorisé après. Parce que au niveau des sponsors, il faut la plupart du temps 2 ans d'expérience. Donc, parfois, les gens l'ont acquis déjà en France ou à l'étranger, mais parfois, les gens font leurs études ici et derrière, il leur faut le temps d'acquérir de l'expérience. Et donc là, parfois, en fonction du niveau d'études qu'ils ont fait et en fonction de l'occupation, ils auront un temporary graduate visa. Ça, c'est un cheminement assez classique. Alors, c'est pour cette raison-là qu'il faut faire assez attention à… bien évidemment, il faut choisir des études qui vous plaisent, des études qui vous intéressent, parce qu'il faut quand même savoir que ce n'est pas parce qu'une occupation est dans la liste à un certain moment qu'elle y sera encore dans plusieurs années. Mais c'est vrai que c'est quand même dans le choix de l'occupation et dans le choix de niveau d'études, on se donne plus ou moins de chance si éventuellement après on veut rester. Et puis après, il y a des gens qui arrivent, comme vous le voyez là, directement par le travail, parce qu'ils ont déjà les études et déjà l'expérience. Ils sont soit sponsorisés, soit sur un General Skilled temporaire. Les General Skilled sont des visas indépendants, donc on appelle aussi des visas à points. Et après, en général, ils peuvent évoluer, enfin en général, en fonction de leurs circonstances toujours, peuvent évoluer vers la résidence permanente. Donc, ce schéma, j'ai bien évidemment pas l'intention que vous le maîtrisiez complètement et de toute façon, il manque plein d'éléments dedans. C'est juste pour vous montrer que la résidence permanente, parce que souvent les gens viennent vers moi et me disent « Ah, je suis là depuis 4 ans, est-ce que je peux avoir la PR ?» Non, la résidence permanente, pas forcément. La résidence permanente, c'est un cheminement qui fait qu'il faut avoir acquis 2 choses. Donc, pour acquérir la résidence permanente par le travail, il faut avoir 2 choses, les qualifications et l'expérience. Voilà, je vais passer ensuite à… Alors, le visa étudiant, ce que j'ai déjà dit finalement, c'est que ça peut être vraiment un moyen d'arriver en Australie, d'y séjourner, de comprendre comment le pays fonctionne. Et puis, éventuellement, il y a beaucoup de gens qui arrivent sur des Working Holiday Visa. Le Working Holiday Visa, c'est parfois bien de ne pas l'utiliser tout de suite, mais de l'utiliser à bon escient après ses études, par exemple. Il y a des stratégies comme ça. Et c'est vrai que très souvent, les gens font l'économie d'une consultation en immigration au départ parce que c'est une petite économie et peut-être une fausse économie parce que ça permet… Savoir comment fonctionne l'immigration permet de mettre en place une stratégie. Et c'est vrai qu'avec GoStudy ou avec… on travaille comme ça, on essaie de mettre en place des stratégies, entre guillemets, gagnantes pour les étudiants, c'est-à-dire… on essaie qu'ils aient une chance de pouvoir rester en Australie, s'ils en ont envie. Alors, sans oublier, bien évidemment, que tout étudiant doit respecter un critère qui est le Genuine Temporary Entrant et qu'un étudiant ne doit pas vouloir absolument venir pour absolument rester. On ne fait pas des études en Australie pour absolument rester. Mais on n'exclut pas que les gens puissent rester, bien évidemment. C'est la subtilité du Genuine Temporary Entrant Criteria. Donc, qu'est-ce que j'ai… Excusez-moi si je ne vous regarde pas tout le temps, je regarde ma présentation. Donc, pour mettre les meilleures chances de votre côté, vraiment, c'est pour vous installer en Australie, c'est vraiment quel type de carrière vous allez choisir, quelle occupation vous allez choisir, si elle est sur la liste ou pas.
Et puis après, la liste des occupations en demande en Australie, c'est vraiment une liste c'est une compilation. Il y a à peu près 400 occupations et c'est une compilation d'occupations. Certaines donnent accès à plus de possibilités que d'autres. C'est une compilation de quelques listes. Et voilà, donc par exemple, il y a des professions comme l'ingénieur civil qui sont dans la MLTSSL list, qui est la Medium Long Term Skilled Occupation List. C'est en gros, ça, ce sont des occupations qui peuvent le plus, qui ont le plus d'opportunités de visa. Après, il y a des occupations comme par exemple le marketing spécialiste qui sont sur la Short Term Skilled Occupation List ou ST-SOL List. Ceux-là, ils ont un petit peu moins d'opportunités de pouvoir accéder à la PIA. Ils en ont en régional uniquement. Donc, c'est comme. Et puis, il y a certaines occupations qui ne sont que sur les listes régionales. Donc, on ne peut même pas avoir un visa temporaire à Sydney, Melbourne ou Brisbane pour ces occupations-là. Donc c'est vrai que tout ça a son importance, le choix de l'occupation. Et puis après, le niveau d'études. Parce que, excusez-moi, dès que vous faites un niveau d'études bachelor, eh bien là, vous avez, si vous faites 2 ans d'études à plein temps en Australie et obtenez au moins un bachelor, derrière, vous pouvez avoir un postgraduate visa 485 et c'est vrai que ce visa sera de 2 ans quand c'est après un bachelor. Et donc ça vous permet effectivement d'éventuellement pouvoir acquérir l'expérience nécessaire. Bon, vous entendrez très certainement que parfois, ils peuvent être de 3 ans. Oui, effectivement, si on a fait ses études en régional et si on est resté en régional pendant les 2 premières années de 485. Donc ça, c'est plein de petites conditions comme ça qui est vrai qu'on ne va pas toutes vous expliquer ici, mais qui, au cours d'une consultation, au cours d'un entretien qu'un agent d'immigration ou un avocat d'immigration, eh bien, vous pouvez comprendre comment ça marche et finalement définir une stratégie pour vous. Je n'ai pas évoqué le 485 qui n'est que de 18 mois, qui est le 485 qu'on peut avoir quand on étudie dans une occupation qui est sur la MLTSSL list. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, charpentier ou bien charpentier, c'est par exemple une occupation qui est sur la MLTSSL 10. Donc, si vous faites 2 ans d'études pour devenir charpentier en Australie, et bien à la fin de ces 2 ans d'études, il faudra, il y a toute une procédure, mais vous pourrez demander un visa postgraduate, mais pour 18 mois celui-ci. Donc, je pourrais revenir là-dessus, mais le postgraduate, il a donc 2 entrées en fonction de si vous faites un bachelor, là, vous en aurez un 2 ans. Et si vous étudiez pendant 2 ans toujours dans une occupation qui est sur la MLTSSL list, mais vous ne faites pas des études au niveau bachelor, vous pourrez quand même avoir un postgraduate 485 de 18 mois. Voilà, donc ça c'est… bon, après, je le mets sur mon screenshot. Il ne faut jamais oublier que les lois peuvent changer. Il ne faut jamais oublier que la liste des occupations n'est pas immuable. Elle change assez régulièrement. Elle ne change pas tous les jours, bien évidemment, mais il y a des occupations qui tout d'un coup sortent de la liste et ou vont dans une liste un peu moins, qui passe de la MLTSSL à la ST-SOL. Donc, effectivement, vous n'êtes pas à l'abri de ça. Donc, il faut quand même faire des études que vous pourrez réutiliser ailleurs et parce que vous définissez une stratégie à un moment où les lois sont ce qu'elles sont, mais je ne sais pas, dans les 10 dernières années, on a vu 3 grandes réformes, donc il faut quand même toujours avoir conscience de ça. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages à arriver avec un student visa et pas forcément tout de suite utiliser son working holiday ou utiliser le deuxième si vous avez réussi à faire vos fermes pendant 3 mois, peut-être le garder pour plus tard. Parce que le student visa, ça vous permet quand même de travailler 40 heures par quinzaine ou 20 heures par semaine, d'acquérir de l'expérience qui va pas forcément être comptée comme expérience dans votre occupation parce que souvent, l'expérience qui compte, c'est l'expérience après diplôme, mais c'est quand même quelque chose qui vous permet de vous intégrer déjà dans le marché du travail et puis en partie de financer vos études. Les études ne conduisent jamais directement à la PR, mais elles peuvent y conduire par ce cheminement, études,
travail, éventuellement expérience qu'on acquiert, et ensuite résidence permanente. Donc, ça, je vous l'ai déjà expliqué, le slide du visa 485. Donc, après, je peux redire 2 mots. Excusez-moi, je connais la présentation à peu près par cœur. Donc, j'étais un petit peu en avance sur le 485. Alors, comme je le disais, après 2 ans au minimum d'études à temps plein, au niveau bachelor, master ou PhD, vous pouvez demander, ou dans une occupation donnée, vous pourrez demander un temporary graduate. Voilà, ça, en général, bon, nous, on connaît bien comment ça fonctionne, et puis les agents d'éducation savent aussi les grands principes de ce visa postgraduate. Donc, pardon. Je me répète peut-être, je me dis qu'il faut se renseigner dans le détail sur les règles d'immigration tout au long de votre projet. C'est un peu ma conclusion, quoi. Essayez de faire des études qui vous intéressent, qui sont exportables, mais qui sont aussi dans une occupation qui est sur une des listes de l'Australie. Et alors, il y a vraiment un élément sur lequel j'insiste, c'est la maîtrise de l'anglais. Déjà, c'est plus facile de s'installer dans un pays quand on parle la langue, c'est plus facile de trouver un travail. Mais pour beaucoup de visas, il y a un niveau d'anglais minimum. Alors, les visas sponsorisés, le niveau n'est pas trop élevé. Mais pour les visas skills, les visas à points, plus votre anglais est bon, déjà, il faut avoir un minimum pour pouvoir ne serait-ce que faire une expression of interest pour ces visas. Et ensuite, plus vous avez des résultats bons à l'anglais, plus vous risquez d'avoir 10 points ou voire 20 points. Donc, 10 points si vous avez 7 dans les 4 composantes de l'IELTS, c'est un des tests qui peut être passé, ou 20 points, même si vous arrivez à avoir 8 dans les 4 composantes de l'IELTS. Donc, l'anglais est quand même fondamental, parce que pour les skilled visas, je reviens au slide, c'est skilled visa, les visas à points, il faut un minimum de 65 points. Donc, 10 points, c'est quand même presque un sixième des points, c'est énorme. C'est très, très important l'anglais. Et je veux vraiment insister sur ceux qui veulent rester ou si vous voulez faire un parcours en Australie. Parler l'anglais vous aidera énormément dans la vie de tous les jours, mais également pour vos visas. Donc, ça, c'est important. Voilà, donc ça c'est une. Je ne sais pas si vous voulez à un moment donné, si quelqu'un veut que je revienne sur le parcours, sur ces parcours, je vais le faire, je pense au moment des questions. Ouais. On peut déjà. J'ai quelques questions déjà, Corinne, si tu veux. Oui. Alors je vais commencer par les questions en live. Alors, j'ai Jérémy qui demande un visa de travail dans le domaine de l'informatique est-il recherché comme celui du domaine de civil engineering? Oui, l'informatique, ça dépend. Il y a un certain nombre d'occupations dans l'informatique qui sont dans la MLTSSL list, c'est-à-dire la liste qui peut le plus. Alors, je vous en cite quelques-unes, business analyst, il y a aussi les software engineers, les développeurs programmeurs, mais il y en a d'autres, il faudrait que je regarde la liste, mais il y en a beaucoup qui sont déjà dans la liste et il y en a beaucoup qui sont dans la liste qui peut le plus. Donc, ça, c'est une occupation qui est en demande, qui est considérée. Alors, pas tout, mais par exemple, les account managers en ICT, vous voyez, les gens qui gèrent le client, ça, non, ça, c'est plutôt les commerciales de l'ICT, ça s'appelle ICT. Account manager, je crois. Ceux-là, non, ils sont sur la ST Sol. Mais les professions techniques, en général, de l'informatique, dont celle que je vous ai citée, oui, vous êtes déjà sur la meilleure liste, la meilleure occupation. Donc, ça, c'est déjà un avantage. Après, il faut étudier toutes vos circonstances dans le détail pour savoir si vous pouvez prétendre à la PR, ou bien, enfin pas à la PR, à un visa déjà, à la PR, ou sinon vous donnez une stratégie pour y arriver.
Ouais, ok. Alors, on a la même personne qui demande, mais je pense pas qu'on puisse répondre, toi et moi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas la réponse. Y a-t-il des bourses proposées pour suivre un PhD? Oui, il Je y pense en pas a. qu'on Moi, puisse je sais qu'il y en a. Mais il faut déjà être accepté en PhD. Et après, il y a tout plein de bourses privées. Je ne peux pas vous dire. Je pense que ça se trouve sur Internet. Mais oui, il y a avec des... l'université qu'il faut voir ça, ouais, je pense. Oui, oui. Alors ensuite, Rebecca, mais elle a posé une question assez générale. Est-ce qu'il y a un niveau d'études minimum pour pouvoir rester en Australie à la suite de ses études? Généralement, ça devrait être minimum 2 ans, je pense, mais il faudrait qu'on Non, comprenne non, déjà. non, 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 non. Il n'y a pas de niveau Non, minimum d'études pour rester en Australie. Mais comme vous devez être dans une occupation, en c'est ça. général, cette occupation a un niveau minimum d'études ou parfois elle peut être remplacée par de l'expérience. Donc, on ne peut pas répondre à cette question. Il n'y a pas de niveau. Par exemple, un restaurant manager, s'il a 3 ans d'expérience à la place du diplôme, et bien, s'il a en plus plein d'autres conditions à remplir, je vous donne juste cette condition de diplôme, s'il n'en a pas, mais s'il a de l'expérience à la place, qui remplace son diplôme et il remplit toutes les autres conditions, il y a peut-être des possibilités. Ça dépend de son background aussi. Ouais. Ça J'ai la dépend du question de. tout. Non, ça dépend pas de son background? Ok. Si, ça dépend de son expérience professionnelle à la base. Il y a plein d'éléments à prendre en compte, mais c'est Oui, il y a plein de choses peut-être. à prendre en compte. Ouais. J'ai la question de Nicolas, qui nous avait déjà posé, qui est basé à Adélaïde d'ailleurs, qui est un de mes étudiants, qui avait déjà posé la question en s'inscrivant. Que se passe-t-il si je me fais sponsoriser par une société avant la fin de mes études? Est-ce que cela posera un problème si je demande la PR par la suite? Non. Alors, non. La question est. Diplôme of La Community question. Services à Adélaïde, Nicolas. Pardon? Pardon? Il étudie Diplôme of Community Services à Adélaïde. Oui. Bon, je ne peux pas répondre à une question comme ça. Ça va peut-être vous nuire de changer de visa parce que vous ne pourrez pas demander un 485 et que vous ne pourrez pas accéder à la résidence au postgraduate. Oui, ça va peut-être avoir un impact. Et parce que mais moi, à vous dire que c'est parce qu'à un moment, on a été sponsorisé alors qu'on était étudiant. Je ne pense pas que vous puissiez non plus faire autant d'études que vous voulez sur un 482. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, il faudrait faire une recherche et vous donner une vraie réponse. Mais c'est pas forcément que ça va vous… Mais ça peut quand même être pas une bonne stratégie finalement. Je ne sais pas si ça répond pas vraiment à la question. Ouais, Nicolas, je t'enverrai le contact de Corinne si tu souhaites te mettre en contact avec elle, d'accord? J'ai une question de Jérémy. Je dispose d'un NZCEL, je ne connais pas ce certificat d'anglais, donc qui est reconnu en Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'il est reconnu en Australie? Comment vous l'appelez? NZCEL. Je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu parler de ce certificat. Non, je ne crois pas. Je ne le vois pas. Il ne va pas être reconnu pour les visas australiens, la plupart, je ne pense pas. À vérifier, je n'ai jamais rencontré cette question, mais a priori, je vais répondre non. D'accord. Ensuite, j'ai encore une question de Nicolas. Si j'obtiens un visa sponsoring, mais qu'il expire avant que je devienne éligible pour la PR, sur quel visa puis-je basculer? Bon, alors, la question n'est pas très précise, mais je vais essayer de la préciser. Donc, imaginons qu'il ait un visa 482 TSS, qui est un visa sponsoring, entre guillemets. S'il expire avant, il faut en demander un autre. Parce que pour avoir la PR, il faut faire 3 ans. Pour avoir la PR après un visa 482, c'est-à-dire pour avoir la PR sur un 186, il faut avoir fait 3 ans en tant que détenteur d'un 482. Donc, de toute façon, si vous avez par exemple un visa 482 de 2 ans, il vous faudra une année de plus. Donc, ça, c'est très technique. Enfin, ce n'est pas très technique, mais c'est une question technique. Et puis, il faut vérifier exactement. Ne prenez pas cette réponse pour une réponse à votre problème. J'ai essayé de donner une réponse générale, mais ce n'est peut-être pas votre souci. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Je n'ai pas les dates, je n'ai rien. Je peux pas. C'est pas une réponse à. Oui, c'est pour ça, Nicolas, je vais lui envoyer le contact de Corinne et comme ça, s'il a besoin de plus d'informations, il pourra prendre une consultation avec toi. Parce que bien sûr, chaque profil est différent. Alors, nous avons une question de Nour qui est basée sur Ciné.
d'accord, qui a, il me semble, une licence en communication en France et qui souhaite étudier ici un Master of Business Analytics, d'accord, à Kaplan. Oui. Donc, étudier 2 ans de master et ensuite, bien sûr, elle voudrait appliquer au visa 485, le postgraduate visa. Sa question est, est-ce que c'est mieux pour elle d'étudier ce master à Sydney et faire son 485 en régional à Gold Coast ou directement étudier en régional et faire son 485 à Gold Coast pour être plus facilement éligible à la PR et plus rapidement? Alors, bon, si vous faites ce master à Sydney, vous allez, c'est pas régional, donc vous aurez derrière un visa 485 de 2 ans, que vous alliez en région ou pas, il sera de 2 ans. Donc, vous pourriez faire votre master et puis ensuite rester à Sydney ou votre master et ensuite aller en régional. Vous n'aurez qu'un 485 de 2 ans. En revanche, si vous faites vos études dans une université qui est en régional et ensuite, pendant les 2 premières années de votre 485, vous restez en régional. Donc, imaginons que vous faites vos études sur la Gold Coast et après, vous vivez sur la Gold Coast et y travaillez. Je bien les deux. Là, éventuellement, vous pourrez appliquer pour une 3e année de 485, ce qui vous permettrait peut-être d'acquérir l'expérience suffisante pour finalement arriver à être sponsorisé et continuer votre parcours vers la résidence permanente. Sachant que quand même, en business analyst, etc., il est peut-être plus facile de trouver des emplois dans les grandes villes que sur la Gold Coast. C'est un… Voilà, je vous laisse choisir, bien évidemment. Ok, donc du coup, ça serait peut-être mieux pour elle qu'elle étudie directement pour avoir une année en plus directement sur la Gold Coast. Pour avoir une année en plus, attention, il faudrait qu'elle étudie là-bas et qu'ensuite elle y vive et qu'elle y reste les 2 ans du premier et qu'elle y travaille les 2 premières années du 485. Donc, ça veut dire pas juste y étudier. Oui, c'est peut-être mieux. Après, il y a peut-être moins d'opportunités d'emploi. Je ne peux pas dire c'est mieux pour une 3e année, mais je ne peux pas dire ce qui est mieux à la fin. Après, il faut aussi comparer la valeur des 2 diplômes. L'un est peut-être mieux que l'autre. Bon, je ne peux pas répondre à la question, mais je peux donner les pour et les contre. Mon Nour, si tu veux, je te donnerai le contact de Corinne. Tu pourrais prendre une consultation avec elle pour qu'elle te donne plus d'informations par rapport à ça. Alors ensuite, on a beaucoup de questions en ligne. J'ai une question, mais je ne pense pas que tu puisses y répondre, Corinne. C'est très, très vague. Une question de Laura. Peut-on prétendre d'ouvrir un business après des études en Australie? Avec quel visa? Non, cette question est trop vague. Comme je le disais au début de la présentation, les business visas, par exemple, c'est des visas pour les gens qui ont déjà une successful story en business. Et il y a des tickets d'entrée au niveau des fonds à amener qui sont quand même assez importants. Donc, et puis normalement, et puis après avoir fait des études, juste avoir fait des études, ce qui n'est pas péjoratif vu que vous êtes tous très jeunes. Non, c'est a priori impossible. Il y aura c'est a priori impossible. Enfin, pas impossible, mais il y a quelques voies éventuellement, mais vraiment, il faut en discuter dans le détail. Et a priori, non. Voilà. Dans la majorité des cas, non. J'ai encore une question de Nicolas qui est basé à Adélaïde. Est-ce que le métier de catering assistant dans une maison de repos permet d'obtenir la PR si je me fais sponsoriser dans ce domaine? C'est catering assistant. Non, je ne peux pas répondre à une question aussi là très précise et en régional. Non, excusez-moi, mais je ne vais pas répondre à cette question. Si la personne veut qu'on y réponde en détail, on fera une consultation. D'accord, ok. J'ai une autre question de Jérémy. L'immigration demande-t-il un extrait du casier judiciaire des pays où on a résidé pendant une certaine durée? Donc, par exemple, s'il va appliquer un visa 482. Oui, l'immigration demande un casier judiciaire de tous les pays où vous avez vécu plus de 12 mois cumulativement dans les 10 dernières années. Donc, je vous donne un exemple. Si vous avez vécu 3 mois, 6 mois et 4 mois en Italie dans les 10 dernières années, vous y aurez vécu plus de 12 mois dans les 10 dernières années. Donc, ils vous demanderont un casier judiciaire de l'Italie. Et ça pour tous les pays où vous avez vécu plus de 12 mois au total dans les 10 dernières années. Donc, ce n'est pas un pays où vous avez vécu 1 an d'affilée. Hein. Non, c'est un pays où vous avez vécu plus de 12 mois au total. Oui, ils vous les demanderont tous pour les visas sponsorisés.
Ils peuvent même parfois les demander pour les 400, ils les demandent même pour les 485. Donc, Une question de Laura. Si un des conjoints accède à un visa permanent, l'autre conjoint l'obtient également? Si vous êtes dans un couple en de facto ou en marié, après il faut remplir les conditions de durée du couple ou l'avoir enregistré. A priori, si par exemple vous faites une demande de 186, vous êtes sur un 182 avec votre conjoint et derrière votre conjoint fait une demande de 186 au bout des 3 ans, normalement, si vous mettez dessus, vous êtes toujours ensemble, vous l'obtiendrez. Il y a d'autres cheminements que ça, mais ça c'est un grand classique. Mais il faut quand même démontrer une durée de relation. Mais oui, c'est possible, pas dans tous les cas, mais c'est possible. Alors, on va répondre aussi cette question qu'on a sélectionnée avec Corinne pour les personnes qui se sont inscrites. Donc, on a une question de Justine qui a posée en anglais. Donc, quelles sont les chances pour un qualified early childhood educator avec une qualification australienne d'obtenir un jour, bien sûr, le visa 485 ou enfin un visa temporaire ou une résidence permanente? Alors déjà, le Early Childhood Educator, ce n'est pas une des occupations. Hein. Il y a le Early Childhood Teacher et puis il y a le Child Care Center Manager et le Child Care Worker. Voilà les 3 occupations. Alors déjà, je ne sais pas si je vais plutôt sur le teacher ou si je vais plutôt sur l'autre parce que ce n'est pas la même chose. Alors, on va le prendre en guise d'exemple. On peut l'utiliser en guise d'exemple de la différence entre une occupation qui est sur la MLTSSL mais qui ne demande pas un bachelor, et une occupation qui est sur la MLTSSL aussi, qui demande un bachelor. Donc, le Child Care Center Manager, c'est sur la MLTSSL, mais ça demande de faire un diplôme ou un advanced diploma. Et donc, ça vous permet, au bout de 2 ans, de demander un 485 postgraduate pour 18 mois. Alors que le Early Childhood Teacher, qui d'ailleurs est aussi sur la MLTSSL, lui, comme c'est au niveau bachelor, que c'est des études au niveau bachelor, si vous avez fait les 2 ans à temps plein d'un bachelor et que vous êtes diplômé en Early Childhood Teacher, là, vous pourrez obtenir un 485 avec pour 2 ans. Alors, après, comment vous arriverez à la permanent residency, c'est en fonction de l'expérience que vous allez acquérir pendant ces 18 mois ou ces 1 an. Bon, donc déjà, ça dépend de quelle occupation c'est, mais ça montre la différence entre 2 occupations qui, finalement, ne sont pas au même niveau d'études, même si elles sont toutes les 2 sur la MLTSSL. Voilà, mais effectivement, il y a des possibilités sur ces 3 occupations. Le Child Care Center Worker, il y en a moins. Parce que c'est sur la ST-Sol et que c'est une occupation qui a peut-être des possibilités en régional et qu'elle est en demande sur des DAMA, mais c'est des choses qu'il faut étudier de manière… chaque cas est spécifique pour ça, comme d'ailleurs chaque cas. D'accord. Ensuite, nous avons une question de Fanny qui est basée à Melbourne, qui souhaite savoir quel type de work visa elle peut appliquer en tant que nurse, infirmière, en Australie. Bon, alors écoutez, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus parce que les nurses, c'est un cas extrêmement spécifique. Mais a priori, si elle est nurse, il va falloir de toute façon déjà qu'elle soit enregistrée ici pour pouvoir pratiquer en tant que nurse. Mais imaginons qu'elle ait tout ça, comme les nurses sont sur la MLTSSL list, a priori, si elle peut appliquer à tous les visas qui sont offerts aux occupations sur la MLTSSL list, si elle remplit les conditions. Donc, bien évidemment, il faut vérifier si elle remplit les conditions. Donc, voilà, c'est une des occupations qui peut le plus, entre guillemets, parce que c'est sur la liste MLTSSL. Mais hormis ça, je ne peux pas répondre plus que cela à la question. Oui, c'est une occupation qui permet soit d'être sponsorisée, soit de faire un visa indépendant. Mais bien sûr, il faut remplir les conditions, qui sont des conditions d'expérience, d'âge, de points, d'anglais, etc. D'accord. Alors, nous avons maintenant une question de Dominique de Florence, qui est basée à Perth.
Alors, est-ce qu'elle peut, alors sa question est très précise, est-ce qu'elle peut travailler en tant que multimédia designer pour avoir un visa qui donne accès au visa 190? Elle a en France un Bachelor Degree in Information and Communication. Elle a également un Master Degree en communication interne et externe. Et elle a également travaillé en alternance pendant son Master Degree. Non, je ne peux pas donner une réponse. Oui, il y a des possibilités pour les multimédia designers et les multimédia développeurs. Oui, il y a des possibilités, mais je ne peux pas. Les informations sont partielles et pas suffisantes, mais il y a des possibilités. Après, il faut voir si elle remplit les conditions d'expérience, où elle veut travailler, si elle a etc., etc. Donc, a priori, oui, il y a des possibilités. Vraiment, je ne donne pas les réponses puisqu'on ne peut pas les donner avec aussi peu d'informations. Oui, oui. Ce sont des questions qui méritent de regarder vraiment le dossier de près. Bien sûr. Alors, nous avons encore une question, mais je pense qu'on avait déjà répondu à Anne. Je ne sais pas si elle est là ce soir. Elle est basée sur Ciné. Et en fait, Anne étudie un Diploma of Remedial Massage. Et elle voudrait savoir, est-ce qu'elle peut être, elle, sponsorisée en tant que Remedial Massage thérapeute? Est-ce qu'elle a besoin d'au moins 2 ans d'expérience avant de pouvoir être sponsorisée? Ou alors, est-ce que son manager peut la sponsoriser après avoir accompli son diplôme of Remedial Massage? Oui, elle pourra être sponsorisée, ça dépend où elle est et où est son employeur, donc elle pourra être sponsorisée. Oui, donc ce sera pour un visa, vraiment c'est de mémoire là, mais oui, a priori c'est possible pour un visa de 2 ans, mais effectivement, normalement pour faire un visa 482 TSS, il faut 2 ans d'expérience après diplôme. Donc, ça répond à sa deuxième question. Et puis, après son diplôme, non, il ne peut pas la sponsoriser après son diplôme, si elle n'a pas les 2 ans d'expérience. Il pourra éventuellement faire un training visa, mais ça, c'est à étudier de plus près. Ou elle pourrait utiliser ses Working Holiday Visa si elle ne les a pas utilisés. D'accord. Parce que dans ce cas-là, c'est une occupation qui est sur la ST Sol list et massage thérapeute, c'est une occupation qui est sur la ST Sol list. Donc, comme elle a fait un diplôme, elle n'a pas fait un bachelor et que l'occupation est sur la ST Sol list, donc elle ne peut pas prétendre au visa postgraduate. Voilà. Alors, attends, j'ai une question de Sophie en direct live. Alors, peut-on avoir un post-graduate visa après un advanced diplôme en remedial massage de 1 an, plus un advanced diplôme en myothérapie de 1 an en Gold Coast? C'est assez technique, hein. Je ne sais pas si tu vas… Je ne pense pas, je viens juste de répondre. Ce sont des advanced diplômes. Donc, le 485, soit on a fait un diplôme au niveau bachelor, on a étudié 2 ans et on a obtenu un diplôme au niveau bachelor, le dernier. Ça, ce n'est pas le cas. Et la deuxième hypothèse, c'est une occupation qui est sur la MLTSSL list. Le massage thérapeute n'est pas sur la MLTSSL list, ni l'autre occupation, me semble-t-il, qu'elle donne. Donc, non, a priori. J'avoue que c'est un petit peu à chaud, mais je voudrais que je confirme, mais je pense que non. À confirmer. Ok, je suis en train de lire les questions en même temps, Corinne. Je suis désolée parce que j'ai plein de questions de part et d'autre. Il me semble qu'on a fini avec les questions qu'on avait vues au préalable. J'en ai une autre, mais je pense que ça va être encore une question assez vague il va falloir voir plus en détail. Quoique, peut-être que si tu peux répondre à cette question en partie. Une question de Laura. Je pense qu'elle est… il me semble qu'elle est en France. Comment procède-t-on pour avoir un sponsorship et quel est le coût pour l'employeur et pour l'employé? Est-ce que peut-être tu peux répondre à cette question? Je peux y répondre de manière générale. Alors, on procède. Déjà, on trouve l'employeur. Après, il faut remplir les conditions. Donc, les conditions de qualification. Bon, il faut déjà être dans une occupation qui peut être sponsorisée. Hein.
Donc, après, il faut remplir les conditions, qui sont des conditions de qualification, d'expérience d'anglais notamment. Et puis, après, c'est un processus en 3 temps. L'employeur demande le droit de sponsoriser. Ça s'appelle un Standard Business Sponsorship. Bon, souvent, les employeurs qui sponsorisent les ont déjà. Parfois, ils ne les ont pas et ils les demandent. Après, la deuxième étape, c'est la nomination. Donc, ils nominent la personne qui veulent employer et ils démontrent à ce moment-là qu'ils ont fait un labor market testing, c'est-à-dire qu'ils ont bien vérifié qu'il n'y avait aucun Australien qui pouvait le faire. Notamment, ils démontrent d'autres choses, la viabilité financière de la société, etc. Mais bon, je ne vais pas vous donner toutes les informations, tous les détails de la nomination. Et la troisième étape, c'est la demande de visa proprement dite. Les trois doivent être faites dans cet ordre-là. Et que dire de plus? Et elles peuvent être faites dans la même journée, bien évidemment. Mais là, bien évidemment, vous n'aurez le visa que si vous avez eu la nomination avant et vous n'aurez la nomination que si le Standard Business Sponsorship a été approuvé. Les coûts, écoutez, ça dépend ça dépend déjà si c'est un visa, si l'occupation est dans la MLTSSL ou dans la ST Sol List, ce n'est pas les mêmes coûts. L'employeur est obligé de payer les 2 premières étapes et tous les frais associés aux 2 premières étapes, que ce soit les frais payables au département, mais aussi les frais payables à l'avocat s'ils en prennent un. Et l'employé peut payer tout ce qui est lié, tout ce qui a trait au visa, c'est-à-dire les frais payables au département pour le visa et les frais payables à l'avocat pour le visa, pour le visa. Oui. Donc les coûts sont quand même assez importants, hein, je veux dire. Mais je ne peux pas vous donner de coûts là parce que je ne sais même pas quelle occupation et donc je ne sais pas la durée, donc je ne sais pas les montants du DHA. Mais c'est vrai qu'il faut quand même compter ça en plusieurs milliers de dollars. Voilà. J'ai une autre question très générale de la même personne. Je pense que tu vas pouvoir y répondre. Pour les personnes qui sont en France, c'est vrai que pour eux, c'est un peu abstrait. Quelle est la différence entre le visa permanent et le visa résident? Est-ce qu'il y a une différence? Non, ça n'est pas un même concept. Le résident, c'est le fait de résider. Le permanent, c'est que vous pouvez résider de manière temporaire. Vous pouvez résider de manière permanente. Et après, vous avez une résidence temporaire. Donc, vous avez soit la résidence temporaire qui vous laisse rester un moment jusqu'à ce que votre visa expire ou jusqu'à ce que vous en demandiez un autre. Et à côté de ça, derrière, il y a mon tableau. Là, il y a la résidence permanente. La résidence, en soi, les gens font, quand ils utilisent cette expression, oui, je veux la résidence, c'est en général qu'ils veulent la résidence permanente. Mais voilà, je crois que ça répond à la question. Je ne vois pas quoi d'autre, je pourrais dire. D'accord. Bah, écoute, je pense qu'on a eu beaucoup de questions, mais elles sont vraiment très générales. Et en fait, c'est compliqué en fait, pour Corinne de répondre si elle ne voit pas le profil en entier. On a répondu plus ou moins aux questions aussi en live. Donc, si tu as d'autres choses à rajouter, peut-être, Corinne, par rapport à ta présentation, peut-être, je ne sais pas. Je sais que souvent les gens font pas forcément des bachelors parce qu'ils sont c'est quand même assez onéreux. Bon, c'est quand même souvent des bachelors permettent quand même souvent d'avoir un temporary graduate derrière. Alors maintenant, il y a aussi des nouveaux accords. Il y a des bachelors. TAFE fait par exemple maintenant des bachelors. Et je sais que GoStudy travaille avec TAFE. Donc, il y a quand même des possibilités maintenant de faire des bachelors qui sont peut-être pas aussi onéreux que ceux des universités. Donc, pourquoi pas? Je voudrais bien insister sur quelque chose aussi, qui est de dire que vraiment chaque cas est unique. Donc, les gens, je l'expérimente moins maintenant, mais les gens parlent beaucoup de l'immigration, surtout les jeunes entre eux. Chacun a l'expérience de son ami, de plein de gens qu'il rencontre, et c'est un des sujets de conversation fréquents quand même des Français en Australie. Alors vraiment, il y a parfois des informations très intéressantes qu'on arrive à glaner chez des personnes, mais ça veut dire qu'on comprend bien leurs circonstances et tout leur cheminement.
eux-mêmes souvent ne comprennent pas forcément ce que leur avocat d'immigration a fait ou pourquoi il l'a fait comme ça. Donc, c'est vrai que les gens ont des informations très parcellaires, se trompent aussi parfois. Il y a parfois des erreurs, par exemple. Je vous donne un exemple classique d'erreur que j'ai pu voir. Et c'est après un student visa, quand vous demandez le visa 485, il faut avoir un test d'anglais de moins de 3 ans. Et dans le questionnaire, par exemple, il y a une question qui dit est-ce que vous avez fait des cours d'anglais, etc. Enfin, je me souviens. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pu voir j'ai pu rencontrer des gens désespérés qui avaient demandé leur 485, mais à qui on avait dit ah, mais c'est pas la peine de faire l'anglais parce que tu as fait un bachelor dont les cours étaient dispensés en anglais. Donc, c'est pas la peine de faire un test d'anglais et qui donc n'ont pas fait de test d'anglais, qui ont fait leur demande de 485 dans les 6 mois qui suivaient l'obtention de leur dernière note, non pas de leur graduation, et qui finalement ont vu leur visa refusé parce que c'est obligatoire de fournir, si on n'a pas un passeport, je vais dire entre guillemets anglo-saxon, de fournir un test d'anglais. Ça, c'est des petites erreurs qui, en fait, parce qu'après 6 mois, vous ne pouvez plus demander le 485. Et donc, ces gens ont perdu la chance du 485 à cause d'un test d'anglais parce qu'on leur avait dit. Donc, il faut quand même faire assez attention. On m'a dit, on l'entend beaucoup et on le comprend. C'est un peu, ça peut être des sources d'informations intéressantes. Il faut toujours les vérifier et puis il faut se méfier surtout. Et puis, elles datent parfois. Les gens ont des parcours d'il y a 4-5 ans. Il y a eu des changements majeurs il y a 3 ans. Donc, il faut faire attention. Les gens, votre histoire n'est jamais exactement la même, même si elle peut ressembler fortement, n'est jamais exactement la même que celle de quelqu'un d'autre. Quasiment jamais. Vous n'avez souvent pas le même âge, pas le même niveau d'anglais, des études similaires, mais pas forcément les mêmes, des expériences différentes, etc. Donc, voilà, c'est vraiment ça. C'est essayer de prendre un conseil avisé dans ces domaines-là de l'éducation ici et de l'immigration. Je crois que c'est tout ce que je veux dire. Je veux compléter les gens. David qui me demande comment prendre rendez-vous avec Corinne. Alors oui, Corinne, elle va passer sur le slide des contacts. Tout à la fin de la présentation, on a le contact de Corinne et mon contact pour les personnes qui sont intéressées pour les études en Australie et le contact de Corinne pour les personnes qui sont intéressées pour d'autres visas que le visa étudiant. Alors ça, on a une question de Jérémy au niveau du Cambridge, mais ça n'est pas en rapport avec le séminaire de ce soir. Mais voilà, en tout cas, je pense que n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Corinne si vous avez besoin de plus d'informations par rapport voilà, parce que chaque profil est différent et c'est vrai que c'est compliqué pour nous de répondre directement précisément pour chaque profil de chacun. Mais en tout cas, voilà, Corinne, elle pourra vous prendre un rendez-vous et je pense que ça sera beaucoup plus judicieux pour vous. Le coût de la consultation avec Corinne, c'est 165, il me semble, $165. Oui. Un coût GoStudy. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à la contacter pour avoir plus ample d'informations. Et je pense que on a terminé ces séminaires. Et certainement qu'on en organisera un autre, Corinne, mais du coup, je pense que ça sera plutôt maintenant début d'année prochaine. Je voudrais ajouter quelque chose, Virginie. Je n'ai pas mis l'accent sur ce qui était partenaire visa, etc. Parce qu'on n'est pas dans ce cadre-là, dans le cadre des études et du travail. Mais bien évidemment, si vous êtes en couple avec une personne résidente permanente ou australienne, il y a peut-être des possibilités. Ce n'est pas à exclure. Vous voyez, ce sont parfois des bonnes options. Quand le couple est un couple qui vit ensemble et qui a l'intention de rester ensemble et qui est un couple qu'on qualifierait de stable. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est une manière que c'est aussi une manière de rester. Puis après, parfois, il y a des business visas, des investor visas, si on a des... Bon, tout ça, c'est possible. Mais donc, il faut pas oublier aussi ces options-là donc qu'on a peu évoquées parce que ce n'est pas tellement le cadre de ce séminaire. Ouais.
Attends, j'ai quand même une question, Corinne, de Jérémy, qui a posé beaucoup de questions ce soir. Pour être sponsorisé, par exemple, en Australie, et bon, bien sûr, il faut présenter le IELTS, l'examen du IELTS, mais peut-on également présenter le Cambridge? Je ne pense pas, au niveau d'examen d'anglais. S'il y a des Cambridge, donnez-moi une seconde. Si on peut, je vais juste vous dire lequel, son nom exact. Le CAE peut-être, avancé. Oui, je crois, oui. Mais comme on le voit tellement peu souvent, je préfère vérifier. Si on peut, mais donnez-moi une seconde. Je peux répondre à tous les. Ouais. Vas-y, ouais. Je peux répondre à Jérémy parce que sa question, en fait, est est-ce que le Cambridge, avec un niveau minimum qui date de plus de 3 ans, faut-il repasser? Mais en fait, le Cambridge, vraiment, quand tu le passes, c'est à vie. À contrario du IELTS, qu'on doit repasser tous les 2 ans. Voilà. Oui, mais ils ne vont pas l'accepter. Attention, non. Ils ne vont pas l'accepter. Ils veulent un test. Ils vont prendre le IELTS, le TOEFL IBT, le PTE académique, l'OIT et le Cambridge C1 Advanced Test. Mais attention, même si on l'a à vie, le Cambridge, a priori, eux, ils veulent un test de moins de 3 ans, l'immigration. Donc, non, s'il a plus de 3 ans, son test, de toute façon, il ne va pas pouvoir l'utiliser. Donc, du coup, tu dis, Corinne, le Cambridge, c'est pour le sponsor? C'est le Cambridge C1 Advanced Test. Le C1 Advanced. Mais il faut que ça soit d'une durée valide de 2 ans malgré que ce soit un Cambridge. Non, 3 ans déjà, j'ai dit. Et malgré que ce soit un Cambridge. L'immigration veut que les gens les passer à moins de 3 ans. D'accord. Donc, Cambridge 3 ans et le IELTS 2 ans, pour votre information. Non, l'IELTS, pas du tout. Peut-être qu'il est valable que 2 ans pour l'IELTS, mais l'immigration, il veut la plupart du temps, un IELTS de moins de 3 ans. Oui, c'est ça, c'est ce que je te disais. Tous les 2 ans, moi, par exemple, j'étais sponsorisée et j'ai dû le repasser. J'étais responsorisée, j'ai dû repasser mon IELTS que j'avais déjà passé. Ils me l'ont redemandé. Non, mais vous, là, c'est l'exemple de non, c'est 3 ans, je le répète. Ah bon? Oui, c'est 3 ans. Alors peut-être que le vôtre, il était plus vieux parce que après, vous voyez, donc ça c'est l'exemple de. Je comprends vous voyez, c'est l'exemple de quelqu'un qui, pour une raison, a dû le repasser 2 ans après, peut-être parce qu'il y avait eu un bridging visa avant et que finalement, il y a peut-être une raison que le test était finalement de plus de 3 ans. Mais sinon, je peux vous dire, c'est des tests ils doivent être en général âgés de 3 ans. J'insiste, je veux dire, donc c'est déjà rien que pour ces petites choses-là, c'est bien de toujours tout vérifier. C'est d'ailleurs ce qu'on fait, c'est 3 ans. Ok. Même si, ouais. Mais peut-être toi, Virginie, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un bridging et puis que finalement, tu étais à plus de 3 ans de ton test sur des visas de 2 ans. Alors, moi, ça faisait, ça faisait 2 ans et demi. En fait, ça faisait 2 ans et demi, j'avais eu 2 ans et demi la dernière fois, j'avais passé mon IELTS. Je ne sais pas, ils me l'ont redemandé pour le renouvellement de mon sponsor. Je pensais que c'était 2 ans, mais 3 ans, c'est bien, on a plus de temps comme ça. Oui. En tout cas, voilà. Ouais, ok. Écoutez, on va vous laisser. On espère qu'on a répondu à plus ou moins toutes vos questions. Comme on disait, c'est compliqué de répondre à tout le monde parce que chaque profil est différent. Mais voilà, pour des profils plus spécifiques, parce que j'ai eu la question de David qui est sur un Covid visa et qui me posait une question assez spécifique. Il travaille en tant que Disability Support. Il voulait savoir quel visa il pouvait appliquer après, mais ça encore, ça dépend de ce qu'il a étudié en France, combien de temps il a étudié dans sa profession, etc., etc. C'est pour ça que je lui ai dit que c'était mieux qu'il voit directement avec toi, parce que je ne pense pas que tu puisses répondre à la question directement sans savoir son profil en entier. Voilà. Et de toute façon, toutes les informations quand même que j'ai données là sont d'ordre général, même quand j'ai répondu un peu dans le détail, où je dis oui ou non a priori, je n'ai pas vu les documents, je n'ai pas vu l'ensemble des circonstances, donc tout est quand même d'ordre général. Et il ne faut pas se baser sur ce que j'ai dit ce soir pour prendre la moindre décision. Voilà. Tout à fait. Voilà, écoutez, on vous remercie énormément. Encore une fois, merci Corinne pour répondre aux questions. On a essayé d'y répondre au mieux et on refera un petit French Visa séminaire, peut-être sur une autre thématique cette fois-ci, je ne sais pas ce que tu en penses, Corinne.
Il y a 2 mois, on a fait sur le visa 485 postgraduate visa. Ce soir, c'était des questions plus générales des chemins vers la résidence permanente. Et la prochaine fois, on fera sur une autre thématique. Corinne réfléchira à ça. Voilà. Donc, peut-être janvier, février, ça serait bien d'en refaire un petit séminaire. D'accord ? Oui, on va y réfléchir. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est quand même ce séminaire qui intéresse le plus, parce que les gens veulent savoir comment on chemine vers la résidence permanente. C'est assez rare que les gens ne se posent pas du tout cette question. Ouais. Bon, en tout cas, merci Corinne et n'hésitez pas à nous contacter pour les études en Australie. Donc, vous pouvez me contacter moi directement ou Corinne pour les autres visas. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.